Alors bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste et éditeur. Alors pour cette nouvelle vidéo, je ne vais pas vous parler d'un YouTuber, mais je vais vous parler de quelque chose de très très important, fondamental pour la France et le monde. Et donc il s'agit, je vais parler d'un sujet dont je parle peu habituellement, en tout cas dans des vidéos politiques, puisqu'il s'agit d'Internet et du numérique. Alors, avant de vous dire de quoi il s'agit exactement, sachez que je suis entrepreneur en plus d'être éditeur et journaliste, et donc j'ai créé plusieurs startups, et j'ai écrit un livre qui s'appelle le livre noir des géants de l'Internet, dans lequel je transmettais les connaissances que j'avais acquises lors de ces différentes créations de startups Internet, concernant les abus des GAFA, comme on les appelle, Google, Amazon, Facebook, Apple, et concernant notamment le vol des données personnelles qui mènent à l'espionnage généralisé de la Terre entière. Et donc, ça c'était en 2014, je crois. J'étais passé à Europe 1 donc, pour en parler chez Frédéric Tadei, qui était le seul à m'avoir invité de toute façon, qui m'avait donc invité pour venir en parler. Et j'avais pu comme ça développer un peu mes idées, qui sont en fait les idées de Jaron Lanier. Alors, qui est Jaron Lanier? C'est un des fondateurs du web moderne, c'est celui qui a inventé le terme réalité virtuelle. Et donc c'est un visionnaire, un génie. Il joue beaucoup d'instruments, des instruments bizarres. Donc il a créé le mot réalité virtuelle. Il a inventé pour la Xbox le système de détection de mouvement. Enfin, bon, c'est quelqu'un de très respecté aux États-Unis. Il a fait partie d'une liste des 100 personnes les plus influentes aux États-Unis par Time Magazine. Et donc, j'avais prévu d'éditer son livre en France, Who Owns the Future, à qui appartient l'avenir, parce que c'est un livre fondamental et malheureusement, ça n'a pas pu se faire. On a signé un contrat et puis au dernier moment, je me suis retiré, j'avais plus les fonds malheureusement pour assurer tout cela, mais on a quand même été en pourparlers jusqu'à signer un contrat. Donc je devais être son éditeur en France pour ce livre-là, qui n'a toujours pas d'éditeur. Certains de ses autres livres ont trouvé un éditeur, heureusement, en France. Bon. Parce que, en fait, nul n'est prophète en son pays, comme disait Jésus, qui ne l'était pas lui-même dans le sien. Et donc, Jaron Lanier n'est pas écouté du tout aux États-Unis, où on se moque de lui, bien qu'il soit très influent. Malheureusement, il est au pays des GAFA, et donc là-bas, en fait, la donnée personnelle, puisque c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, la donnée personnelle est considérée comme sans propriétaire, et donc elle appartiendrait à tout le monde, et donc ceux qui ont les plus gros ordinateurs pourraient se l'approprier et la traiter par milliards par seconde, et comme ça déterminer un certain nombre de choses, et notamment pousser les bonnes publicités au bon moment. Donc c'est très basique, mais ça crée des fortunes comme les GAFA. Bon. Le problème, c'est que ça crée aussi un système de nouvelle Stasi, si vous voulez, où les gens participent eux-mêmes à leur propre espionnage, ce qui est un scandale, et ils ne sont pas rémunérés, évidemment. Et ça, j'y pense depuis longtemps, mais en fait, alors vous allez trouver ça peut-être grandiloquent, mais il s'agit là, je pense, de la nouvelle révolution industrielle. En fait, Internet, c'est pas la nouvelle révolution industrielle, puisqu'on le voit, il n'a pas beaucoup créé d'emplois, alors il a créé, certes, des facilités, recherche sur Google, etc., mais c'est pas une nouvelle révolution industrielle. Une révolution industrielle, elle crée une nouvelle grille de lecture, un nouveau prisme, un nouveau continent, je dirais, où la richesse est nouvelle, les emplois sont nouveaux, et la puissance aussi est nouvelle. Or, avec Internet, on n'a rien de tout ça pour l'instant, à cause principalement des données gratuites, qui appartiennent pourtant aux gens. Et donc, toute la question, c'est de savoir comment donner une propriété à ces données personnelles, pour que les gens puissent en vivre, et pour qu'on puisse faire fructifier, qu'on puisse capitaliser sur ces données personnelles et construire un nouveau continent qui aujourd'hui n'existe pas. Voilà. Donc on en est encore à la préhistoire d'Internet, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense. Avec le recul qu'on a, on est encore en fait dans son enfance, à peine 30 ans,
et on se dit, bah, ça y est, on est arrivé au bout. Non. En fait, on n'a même pas commencé. Et la raison pour laquelle on n'a pas commencé, c'est que les gens, en fait, vous moulinez dans le vide parce que vous chargez des photos sur Facebook, vous donnez toutes vos données personnelles sur Facebook ou sur Google quand vous faites des recherches, etc. Mais ça ne vous rapporte rien, donc vous ne pouvez pas payer vos factures grâce à cela. Ça détruit des emplois par millions parce que tout devient gratuit, alors qu'avant, par exemple la musique, par exemple la traduction, par exemple le journalisme, tous ces métiers-là disparaissent les uns après les autres, et avec l'automatisation et la robotisation qui arrivent à grands pas, sans parler des imprimantes 3D, etc., nous allons vers une crise majeure de l'emploi, et donc de la civilisation mondiale, puisque maintenant Internet, ça touche toutes les civilisations, sauf si nous réagissons, et nous faisons quelque chose contre cela, mais pour l'instant, pas grand monde y a pensé, et tout le monde préfère, vous savez, assouvir ses envies immédiates d'une recherche sur Google, même si on se fait avoir comme ça. Donc c'est le problème de l'assouvissement immédiat, plutôt que de réfléchir, de prendre un peu de recul, et de se dire, bon, là, ce système-là, il se mange lui-même, comme l'explique très bien Jaron Lanier, donc au bout d'un moment, on ne peut pas prendre l'argent qui existait dans les budgets des médias, par exemple pour la pub, les transférer sur Internet, donc les médias meurent finalement, ou sont toujours plus subventionnés par l'État, donc avec l'impôt des gens, mais on ne crée pas de richesse, parce que Google, par exemple, a détruit des millions d'emplois, alors qu'il en a créé très peu à côté, et Google lui-même, c'est à peine 50 000 personnes, Facebook, moins, et donc... si vous comparez à des entreprises comme Peugeot, par exemple, qui est une petite entreprise au niveau international, ils ont 3 ou 4 fois plus d'employés que Google. Bon. Donc ça ne va pas durer longtemps, si vous voulez. Quand les gens n'ont plus d'emploi, ils ne peuvent même plus acheter ce que vous leur présentez en publicité. Donc c'est un système qui se mange sans créer de valeur. Et la voiture automobile qui va s'automatiser va mettre au chômage tout un tas de gens, les taxis, les transporteurs en général, parce qu'il y aura le camion, la Tesla, ils ont présenté leur camion automatique aussi. Donc voilà, le monde vers lequel on va, et ça c'est la technologie qui nous y pousse, on ne peut rien y faire, c'est un monde où l'humain ne compte plus, et donc il va falloir le rémunérer par l'État, ce qu'on appelle le revenu universel. Donc ça c'est le rêve des socialistes, ce que Benoît Hamon a présenté à la dernière campagne présidentielle. Mais ça veut dire qu'on deviendrait tous esclaves de l'État, et donc c'est à rejeter absolument. Je sais que c'est le rêve de l'utopie socialiste, mais ça ne marche pas. Et par ailleurs, vous avez des libéraux, comme Gaspard Koenig et son think tank Génération Libre, qui eux aussi parlent de revenu universel. Alors pour ça, ils ont été moqués par les libéraux du PLD et de Contrepoint notamment, que je connais bien, parce que ça serait justement un projet socialiste, et Gaspard Koenig serait un socialiste déguisé, etc. Sauf qu'ils n'avaient pas compris, ces libéraux du PLD de Contrepoint, qu'en fait, Google, Facebook, enfin les GAFA en général, sont eux-mêmes, comme le dit Jaron Lanier lui-même, maoïstes, en fait, parce qu'ils se basent sur une propriété privée qui n'existe pas, des données personnelles. Donc, ils amassent ces données, comme je vous l'ai déjà expliqué, et donc ils n'en font rien, ils ne peuvent rien en faire, puisque c'est un océan dans lequel on mouline, un océan de données. Au lieu de construire, on va mouliner, et c'est des sables mouvants, on va s'y noyer. Par contre, Gaspard Koenig, avec son think tank, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que ça m'a vraiment fait plaisir là, ces derniers jours de lire son rapport, qui s'appelle « Mes datas sont à moi pour une patrimonialité des données personnelles ». Voilà. Je vous y renvoie, c'est gratuit, disponible sur Internet. Et donc c'est son think tank Génération Libre qui a produit ce document avec beaucoup d'informations, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vous ai sélectionné un certain nombre de citations, et ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, tiens, enfin, des gens qui ont compris ce que j'ai compris moi depuis longtemps, et que je m'égosille à le dire en vidéo, à créer des sociétés. Parce que oui, ce que j'ai oublié de vous dire, donc j'ai déjà créé 2 sociétés sur le sujet. L'un, quand j'étais en France, j'avais levé un peu de fonds pour créer KTM, j'étais passé à BFM TV pour en parler, mais le problème, c'était que c'était un échec misérable.
parce que je m'étais basé sur l'information. Pour moi, il fallait vendre et acheter l'information au départ. Mais ça ne marche pas. Il m'a fallu du temps, il m'a fallu cet échec, pour comprendre que c'était la donnée personnelle qui devait être monétisée. Et donc j'ai créé une nouvelle société, ici en Polynésie, rentmydata.com. Donc j'ai créé les statuts, j'ai commencé à lever des fonds. Et puis en fait, je me suis rendu compte que Dieu ne m'avait pas envoyé ici pour créer une société comme ça, parce que la Polynésie, c'est le dernier endroit que vous voulez pour créer une multinationale, enfin une start-up potentiellement mondiale. C'est vraiment le dernier endroit, il n'y a pas les investisseurs, il n'y a pas les ingénieurs, on est loin de tout, vraiment, c'est pas l'endroit pour ça. Par contre, j'ai creusé donc vraiment très profondément cette question, et c'est le fruit de ces réflexions donc sur plusieurs années que je vais vous donner maintenant. Et j'enverrai d'ailleurs cette vidéo à Génération Libre pour qu'ils en fassent ce qu'ils en veulent, parce que je ne peux pas garder ça pour moi, même si ici je ne peux pas créer une start-up pour le faire. Mais vous allez voir que mon discours, il est à la hauteur du sujet. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas d'être ambitieux, ou etc. Il s'agit de la nouvelle révolution industrielle. Il n'y a aucun doute là-dessus, et c'est la seule solution que je vois, moi. Et à ma connaissance, j'ai jamais entendu d'autres personnes qui trouveraient d'autres solutions pour créer des centaines de millions d'emplois dans les siècles à venir, alors qu'ils s'en détruisent des dizaines de millions aujourd'hui à cause des phénomènes que je vous ai expliqués tout à l'heure. Donc, c'est pas rien, voilà, une nouvelle révolution industrielle, ça arrive pas tous les jours, et là, on y est. Donc Gaspard Koenig et ses équipes l'ont compris, je pense. Alors, vous allez voir que je trouve qu'ils vont pas assez loin, mais ça, c'est pas grave, c'est le début de leur réflexion à eux. Moi, c'est une réflexion que j'ai menée déjà il y a plusieurs années, donc je vais essayer de leur faire gagner du temps, et je l'espère pour mon pays que la France soit la nouvelle égérie de cette révolution industrielle, puisque vous savez, à chaque fois qu'il y a une révolution industrielle, la France n'était pas la première à la mener. Donc on a toujours dû rattraper, alors c'est vrai qu'on rattrapait pas mal notre retard sur l'Angleterre pour la première, et puis sur les États-Unis pour la seconde, mais là, je pense qu'on pourrait, parce que les États-Unis, en fait, leur problème, c'est qu'ils sont enfermés dans cette data personnelle, gratuite, ou en tout cas qui n'appartient à personne. Et donc, ils auront beaucoup de mal à sortir de leur système actuel, qui les tire vers le bas, qui détruit tout l'emploi, malgré tous les efforts de Trump, et Trump est plutôt anti-GAFA, hein. Donc lui, il veut des emplois industriels, il essaye d'en ramener de l'étranger, d'en créer aux États-Unis, mais le problème, c'est que ces emplois, ils vont mourir dans les 20 ou 30 années à venir, comme il y a une étude de Oxford qui l'a très bien démontré, notamment. Donc, c'est pas la solution, c'est la solution à court terme, évidemment, mais c'est pas la solution à moyen et à long terme. La solution à moyen et à long terme, c'est de monétiser la data personnelle, et surtout, ce dont ne parle pas Génération Libre dans son rapport, moi je vais y rentrer un peu dans le détail, c'est d'attribuer une réputation à ces données personnelles pour ensuite créer tout un système, tout un nouveau continent. Alors, donc je vous ai parlé du revenu universel, et voilà, cette solution-là, de monétiser les datas personnelles, si voilà, vous dispersez chaque jour aujourd'hui des milliers de vos données personnelles qui vous rapportent absolument rien. Pas que, d'ailleurs, au GAFA. Vous en dispersez aussi si vous allez acheter au supermarché quelque chose avec votre carte bleue. Donc, ces données personnelles-là, si elles étaient vraiment monétisées et si une réputation leur était attribuée, donc qui permettent de savoir que c'est vraiment vous et que vous pourriez gagner votre vie un revenu minimum universel. Donc c'est là où Gaspard Koenig est pour cette formule, parce ça ne serait pas financé par l'État. Ça, évidemment, les libéraux sont contre le revenu universel s'il était financé par l'État, ce qui est le projet socialiste. Donc là, je suis d'accord avec eux. Par contre, si c'était financé par le marché, par un nouveau marché qu'on créerait avec de nouveaux droits de propriété, évidemment, ça changerait tout. Et je pense que s'ils réfléchissent un peu, et qu'ils mettent de côté leurs égos, Gaspard Koenig, etc., même le PLD et Contrepoint seraient favorables à cette solution. Même s'ils m'ont critiqué largement il y a quelques années quand j'avais publié des textes sur Google, Facebook, etc., marxistes, maoïstes. Voilà. Mais des libéraux qui ne voient même pas que des GAFA sont maoïstes parce qu'ils utilisent une donnée personnelle non privatisée, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, je vais vous lire un certain nombre d'extraits
Donc c'est assez court du rapport, et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc droit fondamental, aujourd'hui nos données personnelles sont dans la nature, res nullius, appropriées et revendues par les grands acteurs du numérique. Face à cette situation inique, chaque école de pensée tente d'imaginer une réponse, les sociodémocrates inventent des droits et obligations, les socialistes proposent des schémas de taxes et redistribution, les nationalistes imaginent une souveraineté numérique. Il est important que les libéraux fassent également entendre leur voix en plaidant pour la propriété privée et la rémunération. Proudhon considérait la propriété comme la plus grande force révolutionnaire qui existe, en ce qu'elle confère à l'individu la souveraineté sur son domaine propre. Il n'y a pas de maîtrise sans possession. Ce droit fondamental doit aujourd'hui s'étendre aux données, prélude d'une véritable propriété de soi sur soi. Signé Gaspard Koenig, président de Génération Libre. Alors, je suis d'accord avec lui, entièrement. Simplement, je ne ferai pas ce distinguo entre... c'est vrai qu'il y a des écoles de pensée qui veulent... mais il faut bien voir que le droit de propriété aujourd'hui sur les biens matériels, tout le monde en bénéficie, que ce soit les socialistes, les souverainistes, les libéraux, etc. Donc là, on parle d'un droit de propriété des données personnelles et d'une réputation qui leur serait attribuée. Donc ça concernerait absolument tout le monde, quelle que soit son école de pensée. Mais ce qui veut dire, c'est qu'en effet, les libéraux doivent être théoriquement à l'avant-garde de cette révolution industrielle, puisqu'elle concerne leur système de pensée à eux, c'est-à-dire des données personnelles, on ne doit pas comme ça les laisser à tout vent, on doit leur attribuer un droit de propriété, parce que c'est ça qui va créer la croissance et la valeur. Voilà. Ce que les autres écoles de pensée n'ont pas dans leurs fondamentaux. Voilà. Donc c'est normal, et là, je lui reconnais ce droit Normalement, c'est pour ça que j'ai attendu, moi, que les libéraux soient en avance sur cette question, mais ils ne l'étaient pas. Alors, c'est intéressant de voir aussi que ça vient de la France, et pas des États-Unis, justement, parce que les États-Unis sont toujours en avance, mais à part ce pauvre Jérôme Lanier, qui est vraiment tout seul dans son coin, et c'est pas exagéré de le dire, parce qu'il est souvent hué, d'ailleurs, quand il fait des débats, il n'est pas compris, quand il explique, par exemple, qu'un musicien, aujourd'hui, sur 10 heures, il gagne rien, à moins de s'appeler Madonna, et que lui, étant musicien, il a vu, année après année, tous ses amis perdre leur emploi. Ils avaient des emplois stables, et aujourd'hui on leur dit non mais vous allez faire des concerts, et ça va vous permettre de gagner votre vie, sauf que les concerts, il faut en faire tout le temps, et si on tombe malade on n'est pas protégé, et si on devient vieux on n'est pas protégé, etc. Donc ça ne marche pas. Ça c'est le système proposé par les GAFA aujourd'hui, c'est de l'exploitation en fait. Bon. Donc voilà, ça fait plaisir que des Français, libéraux, aient cette réflexion, parce que il faut commencer par là. Donc après... Ils ajoutent « Nous proposons dans cette étude d'instaurer une patrimonialité des données personnelles, de même que la révolution industrielle a rendu nécessaire le droit de propriété intellectuelle, la révolution numérique devrait créer un droit de propriété sur les données. » Et moi j'ajoute, ça devrait même être un droit de l'homme. Un nouveau droit de l'homme numérique, si vous voulez, mais... Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on se le fait voler, donc c'est du vol, et le vol est condamné dans les droits de l'homme, tout comme dans les 10 commandements d'ailleurs, mais... Comme tout le monde se fait voler, et même volontairement, on n'a pas la conscience de la valeur de la donnée personnelle, donc on la donne, et en retour, on a des petits services qui, finalement, ne servent à rien. En tout cas, ça ne sert pas à payer les factures, ni à créer de la valeur. Alors ils ajoutent, cette innovation juridique viendrait bousculer le fonctionnement de l'écosystème numérique, en donnant aux utilisateurs producteurs, 1. La possibilité de contractualiser, éventuellement via des intermédiaires, l'usage de leurs données personnelles auprès des plateformes, afin de décider eux-mêmes de l'utilisation qu'ils souhaitent en faire. Et 2. La possibilité de monétiser ou non ces données en fonction des termes du contrat, vente, location, préalablement conclus. N'est-il pas temps de se demander si Facebook, dont les profits dépassent les 4 milliards de dollars par trimestre, ne devrait pas nous payer pour l'utilisation de nos données? Alors, plusieurs choses là-dessus. Voilà, moi, vente et location, rent my data, c'était louer vos data. Et en plus, avec l'aspect anglais, rent my data, ça veut dire on peut me louer et je peux louer mes données. Donc il y avait un contrat là entre des entreprises qui seraient prêtes à louer des données, tout en conservant l'anonymat. Ça c'est fondamental. Et ils ne sont pas encore allés jusque-là à Génération Libre, parce que bon, c'est pas le sujet non plus, mais moi j'avais vraiment poussé la logique très loin, en ce que la donnée doit rester anonyme. Mais elle doit pouvoir être louée ou vendue, mais vous en restez propriétaire, donc louée en fait, pour que vous puissiez la louer à plusieurs reprises et même
1 million de fois s'il y a 1 million de fois la demande. Bon. Mais quand ils disent il faut récupérer ce que Facebook vous prend, non. Ça, c'est justement une vision un peu étriquée, un peu socialiste, qui consisterait à prendre ce que Facebook nous aurait... ce que Facebook aurait exploité. Mais c'est très limité. En fait, Facebook tire quelques centimes d'euros par donnée personnelle. Donc c'est vraiment ridicule et c'est pas ça qui va nous garantir non seulement un revenu minimum mensuel, universel, mais qui va permettre de créer une nouvelle économie. Non, il ne faut pas se baser sur des GAFA maoïstes pour ensuite espérer récupérer une miette de ce qu'ils ont produit eux-mêmes. C'est à mon avis, c'est... Bon, mais on ne peut pas leur en vouloir, c'est la première étape du raisonnement, on se dit, voilà, il y a de l'argent qui se fait là, on pourrait récupérer quelque chose. Non. Mais en fait, on va voir que dans cette nouvelle révolution industrielle, il y a des nouveaux Facebook à créer, un nouvel Internet, en fait, un nouveau continent numérique qui se base sur la donnée personnelle privatisée, alors que le web actuel, c'est un web des sables mouvants, comme je disais, un océan dans lequel on se noie, qui est basé sur la donnée privée. Non privée, pardon. Publique, la donnée publique en fait, elle appartient à tout le monde, donc à personne, donc voilà. Alors, cette étude s'inscrit dans la logique développée aux États-Unis par Jaron Lanier, pionnier de la réalité virtuelle et auteur de Who Owns the Future, dans un papier de recherche récent intitulé Should We Treat Data as Labor? Moving Beyond Free. Jaron Lanier propose avec des universitaires de Stanford et de Columbia que les entreprises du web nous rémunèrent pour l'utilisation de nos données. Ce papier pose des principes du changement de paradigme que Génération Libre appelle de ses vœux, rendre à l'individu protecteur de données la propriété de ses données personnelles. Donc vous voyez, les Américains, comme souvent, sont en avance sur le sujet, mais ce qui les met en retard, c'est vraiment leur économie actuelle, qui est à 99,9% basée sur la data personnelle publique. Et donc ça va les ralentir considérablement, voire les empêcher de passer les premiers dans cette nouvelle révolution industrielle. Et c'est pour ça que la France a un rôle essentiel à jouer, à mon sens, et que Macron, au lieu de faire toutes ces annonces débiles, devrait stratégiquement mettre un maximum de ressources, alors pas forcément de l'État, mais en tout cas, il devrait favoriser au maximum des initiatives allant dans ce sens-là de monétisation de la donnée personnelle. Alors le droit français et européen se prête particulièrement bien à l'inscription d'un tel droit de propriété, suite logique des nouvelles régulations autour de la protection des données. C'est l'occasion pour l'Europe d'innover et d'imposer son modèle pour que demain, ce soit Facebook qui nous paye. Ouais. Donc non, comme je disais, c'est pas le but, c'est pas que Facebook nous paye. Moi, je les laisse dans leur système débile. Et si des gens, en fait, veulent continuer à se faire espionner en y participant eux-mêmes, et sans toucher le moindre rond, c'est leur problème. Mais là, il faut faire jouer la concurrence. Normalement, des libéraux doivent faire jouer la concurrence. Donc, il faut créer un autre système, un autre web, basé sur le même TCP/IP, HTTP, ça ne change pas, mais avec des entreprises qui vont dire, voilà, maintenant, on va se baser sur une donnée personnelle privée, et on va attribuer une réputation à chaque fois. Donc, c'est un système, si vous voulez... Il faut imaginer que dans le système actuel, vous avez des notaires qui... voilà, vous avez un frigo, eh bien, si vous décédez et que vous transmettez ça à votre enfant, eh bien, il y a le notaire qui va faire la liste de tout ce que vous transmettez à l'enfant, et donc il y a un droit de propriété du frigo, et ce droit de propriété va être transmis à l'enfant. Maintenant, le frigo, surtout s'il est numérique et qu'il va enregistrer un maximum de données sur ce qui rentre et qui sort dans le frigo, mais même en dehors de ça, le fait que vous ayez un frigo, c'est une donnée personnelle en soi. Donc cette donnée personnelle, elle a de la valeur, alors qu'aujourd'hui il n'en a aucune, et Facebook là-dedans, il n'y a rien à voir. Mais si, par exemple, vous avez un frigo de telle marque que vous avez acheté telle année, et qui a eu telle panne, etc., qui a été réparé de telle manière, ça veut dire que le frigo, il a un historique. Donc ces données-là, quand elles vous sont attribuées par un système dans lequel vous pourriez rentrer ces données gratuitement, vous pourriez ensuite être contacté par d'autres gens qui cherchent soit à acheter un tel frigo, ça c'est l'équivalent un peu du Bon Coin aujourd'hui, soit qui cherchent à le louer, soit qui cherchent à avoir des informations sur ce frigo avant de l'acheter. Tiens, j'aimerais savoir si ce frigo tient bien la route, est-ce qu'il a duré longtemps, la panne que vous avez eue, etc. Donc, vous imaginez un système où les gens, tout en gardant l'anonymat sur
pas forcément leur nom, mais en fait, en tout cas le fait qu'ils aient un frigo comme ça, moi j'aimerais qu'on puisse me demander, voilà, me poser une question, et être rétribué pour la réponse que je donnerai. Alors pas forcément une grosse somme, mais si vous avez 10 000 personnes qui en une année me posent la même question sur mon frigo, ou une question différente, bah ça va me ramener des sous. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir générer une nouvelle économie qui aujourd'hui n'existe pas, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir une information sur un frigo en particulier, vous allez sur les forums, sur Google, etc., et c'est n'importe quoi, parce qu'on ne sait pas qui parle, on ne sait pas la réputation des gens, bon. Et puis on ne sait pas la fraîcheur de l'information. Alors que là, si on a un droit de propriété sur l'information, sur la data personnelle, qui est attribuée par un site, moi c'était le but de Rent My Data, hein, c'était d'être le notaire du numérique. Donc le notaire dans le monde matériel sont des gens qui sont rattachés plus ou moins à l'État. Mais là, il faudrait créer une nouvelle profession, des notaires numériques, qui puissent dire, voilà, nous avons bien la preuve qu'un tel est propriétaire du frigo tel, donc envoyer la photo qui le prouve, envoyer la photo du frigo évidemment, la photo de la preuve d'achat, la facture éventuellement, et puis tout ce qui permettrait d'être sûr de l'identité de la personne aussi, donc sa carte d'identité, enfin tout ce que vous voulez. Et tout ça serait gardé, crypté, évidemment, anonymisé. Donc voilà, c'était ça le projet de Rent My Data, et je pense que cette entreprise-là, où il peut y en avoir plusieurs qui se font concurrence pour ensuite que la meilleure ressorte du lot et domine le marché, parce qu'il faut après les économies d'échelle, et il faut dominer le marché, quoi. C'est le système de Google actuellement sur la recherche, c'est plus simple. Donc une fois que vous avez cette société qui a fait ses preuves, en embauchant les bonnes personnes, en ayant les bonnes technologies, en ayant la bonne vision, eh bien vous avez une valeur, c'est-à-dire que vos données personnelles, vous allez passer du temps à rentrer déjà tout ce que vous avez dans la maison, votre voiture, et puis toutes vos compétences, enfin tout un tas de choses qui aujourd'hui n'ont aucune valeur, mais qui en prendraient si vous les rentriez dans ce notaire numérique d'un nouveau genre, et qui vous permettrait ensuite même de recevoir des questions, d'y répondre et d'être payé pour ça par les gens qui veulent des réponses précises, fiables, et vous-même, vous pourriez poser des questions, ça vous ferait gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. Voilà. Donc, ça, c'est à créer, mais celui ou celle qui arrivera à créer cela de manière efficace, qui arrivera à créer aussi la confiance suffisante pour que les gens rentrent leurs données, passent du temps à cela et sachent qu'à court, moyen et long terme, ils vont pouvoir capitaliser sur cette nouvelle source de richesse pour eux, eh bien, c'est cette société-là, ou ce conglomérat, je ne sais pas comment ça se... Peut-être l'État y jouera un rôle, l'État français, mais bon, il ne faut pas trop rêver, parce que c'est les fonctionnaires. Bon. Mais pourquoi pas, s'il y a des gens un peu moins bêtes, eh bien ce conglomérat-là gérera potentiellement des milliards d'informations à qui il attribuera une valeur, et les gens pourront créer de nouveaux métiers, pourront créer de nouvelles activités, une nouvelle réputation, c'est-à-dire que comme Facebook vous savez, Facebook, ils ont créé quoi? Ils ont créé le fait que c'est comme si on est dans la rue, on a c'est pas une réputation, mais on a une photo, est-ce qu'on est marié ou pas, oui, c'est comme s'il y avait un clip d'Orelsan comme ça, où vous aviez Facebook et tout ça, donc vous cliquiez. Donc c'est comme si on se baladait dans la rue, voilà, est-ce qu'on est célibataire, est-ce qu'on est divorcé, marié, quelle est notre religion, tout ça. Ça c'est Facebook, ok, très bien, mais sauf que ça sert à rien. Là, c'est comme si vous vous baladiez dans la rue avec votre réputation, un chiffre, en fait, général, disons, sur 10, sur 20, peu importe, et puis une réputation par domaine. Parce qu'on peut aller très très loin dans le domaine en disant, ok, je suis, par exemple, j'ai une compétence dans la serrurerie. Bon. Eh bien, si j'ai démontré mes compétences, c'est tous les sites là aujourd'hui qui pullulent de services à la personne, mais qui ne capitalisent pas sur la compétence de la personne. Parce qu'il n'y a pas un site qui regroupe un peu tous ces sites, plus tout ce qui est Facebook en général. Enfin, aujourd'hui, la réputation, vous voyez un peu ce qui se passe sur Airbnb, ou ce qui se passe sur Amazon, ou des sites comme ça, où il y a un peu de réputation. Mais imaginez, voilà, si vous avez une maison aujourd'hui, vous rentrez cette donnée personnelle avec tous les détails de la maison, le nombre de pièces, la taille, est-ce qu'il y a un jardin, est-ce qu'il y a une piscine, etc.
vous allez pouvoir ensuite la louer. Et ça, c'est Airbnb. Donc aujourd'hui, c'est réparti sur tout un tas de sites. Et Airbnb crée une réputation, mais qui est très limitée, qui est limitée sur son activité vraiment de niche. Et c'est déjà une entreprise gigantesque. Donc imaginez ce que ça représenterait d'avoir un site unique pour toutes vos données personnelles, où vous allez pouvoir faire toutes vos activités dans un anonymat complet, et en créant de la valeur, comme avec Airbnb, vous touchez de l'argent quand vous recevez des gens chez vous, vous en gagnez, disons que ça vous coûte moins cher que d'aller à l'hôtel, quand vous pouvez sélectionner les personnes, mais là, sur ce site-là, plus général, vous pourriez avoir la réputation globale de la personne, et la réputation par domaine, pas simplement la réputation de savoir s'il reçoit bien des guests ou pas. Vous pourriez, par exemple, choisir, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'idée chez qui on va quand on va chez Airbnb, mais moi, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien louer une maison, voilà, je veux aller à Paris, voilà, j'habite en Polynésie, je veux aller à Paris, et donc, j'ai envie de louer chez quelqu'un qui est un fan de philosophie, parce que j'ai envie, quand je suis dans cette maison, de parler philosophie, voilà. Et plus particulièrement même de Spinoza, parce que je suis un fan de Spinoza. Eh bien, je vais pouvoir trouver parmi toutes les maisons, donc il y aura les prix, mais il y aura aussi les gens qui sont fans de philosophie, et notamment de Spinoza. Et donc, ça va apporter une nouvelle valeur que ne peut pas apporter Airbnb aujourd'hui, parce qu'elle est enfermée dans son secteur, mais c'est déjà une entreprise qui va un peu plus loin, vous voyez, que les GAFA. Parce que justement, il crée de la valeur, il permet un échange monétaire, et ça vous permet un peu de payer les factures quand vous recevez les gens chez vous. Mais à long terme, c'est pas durable, parce que, bon, il faut pas que ça soit que ça. Donc, vous voyez un peu cette plateforme, ce que ça représente. Enfin, c'est une véritable révolution, parce que Airbnb, là-dedans, c'est 0,5% de toute l'activité que vous allez pouvoir créer, parce que je ne vous ai même pas raconté toutes les possibilités, par exemple, les idées. Aujourd'hui, vous avez une idée, bon, voilà, vous la transférez, et puis c'est tout. Mais si demain, vous aviez une plateforme où vous pouviez, grâce à votre réputation, vendre vos idées, vos astuces, tout ce que vous voulez, justement, ce que j'avais créé. Parce que moi, j'avais créé les choses à l'envers avec KTM, j'étais parti d'une vente d'idées, mais les gens ne sont pas prêts à payer pour des idées 1 ou 2 euros. Donc il aurait fallu une économie qui permette de payer ça pour 1 centime d'euro, par exemple. Là, oui, mais c'était pas ce qu'on a choisi, et donc on s'est trompé. Mais quand vous avez un système qui est basé sur la donnée personnelle, donc vous avez une réputation liée à la personne, et que cette personne ensuite propose des idées qui peuvent être des idées qui font gagner du temps, de l'argent, de l'énergie, localement ou internationalement, par exemple, je sais pas moi, des idées toutes bêtes, comment limiter la durabilité, enfin augmenter la durabilité de son PC, et ne pas le laisser en permanence branché, voilà, parce que la batterie va souffrir, etc., et tout le PC va souffrir. Bon, ça, c'est une information comme ça, vous la savez pas, ça change pas votre vie, mais celui qui a cette idée, qui la met en premier sur le réseau, d'accord, donc ça sera sous la forme, ça c'est aux responsables de l'entreprise d'y réfléchir, mais ça sera sous une forme comment augmenter la durée de vie de votre PC, par exemple. Donc il n'y aura pas la solution. Et donc quand vous l'achetez 1 centime d'euro, ce qui est complètement... ça coûte rien, quoi. Et vous avez cette information, et la personne qui l'a mise en ligne, la première, d'une, on lui garantit que personne d'autre ne va la mettre après lui, c'est-à-dire si je lui achète et que je la remets derrière, il y aura une unicité de l'information, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça, Jaron Lanier explique ça très bien. C'est qu'aujourd'hui, Google gère des milliards d'informations en double, en triple, en quadruple, parce que tout est copié, tout est gratuit. Donc, et ça fait tourner ces serveurs et ça utilise de l'électricité pour rien. Donc là, si vous aviez un système centralisé qui vérifie toutes les informations pour garantir au premier arrivant qu'il a bien le droit de la vendre, mais personne d'autre, et ensuite vous imaginez dans toutes les langues, parce que si vous avez cette astuce, elle marche dans toutes les langues, celle que je vous ai donnée par exemple, vous allez pouvoir faire de l'export en Chine, et il va commencer à y avoir des millions de Chinois qui vont acheter cette information à 1 centime, parce que ça n'a aucun intérêt de la rendre publique, parce que vous gagnez rien à la rendre publique, et donc la personne qui l'aura mise en ligne, parce qu'à chaque fois que quelqu'un l'achètera, il va la noter, est-ce que c'est vraiment une bonne astuce ou pas, et donc plus, ça sera un cercle vertueux ou un cercle vicieux pour les mauvaises informations, et donc celles qui vont monter le plus vont se vendre des millions de fois, et donc avec une petite information, vous pouvez gagner 1 million de centimes d'euros.
ben, je suis désolé, si vous avez 100 idées par jour de ce genre ou d'autres genres, ça crée un nouveau marché. Voilà. Et donc on peut faire la même chose avec les questions-réponses, avec tout un tas de domaines où vous allez créer de nouvelles compétences, justement, de nouveaux métiers. Il y a des gens qui vont devenir, grâce à cette plateforme, qui vont conseiller des gens sur un domaine qui est leur passion et dont ils ne peuvent pas vivre aujourd'hui parce qu'il n'y a pas le système, par exemple, de questions-réponses où on peut, voilà, poser une question pour 1 euro, 10 euros, ça dépend. Et ensuite, avoir une réponse de quelqu'un de compétent, qui est reconnu comme étant compétent par ce système de réputation, parce qu'à chaque fois que quelqu'un va répondre à sa question, il va être noté. Alors, ça pose évidemment des questions technologiques, et donc ils en parlent dans leur rapport. Nous explorons enfin comment la technologie nous permet aujourd'hui de mettre en œuvre ce nouveau droit de propriété. Nous analysons plusieurs méthodes possibles pour s'authentifier et mettre ces données à disposition, et proposons un modèle basé sur une blockchain gérant des contrats intelligents pour permettre à chacun de rassembler et éventuellement de commercialiser ces données. Donc j'avais bien regardé ce qui se passait dans ce domaine-là à l'époque. Enfin, je vous dis ça, il y a 1 an. Et malheureusement, la blockchain, ça ne marche pas, parce que, je crois qu'ils en parlent, d'ailleurs, ils en parlent juste après. Donc imaginons une plateforme d'échange numérique de données personnelles sur laquelle on pourrait mettre en vente les données de votre choix et y trouver un acheteur intéressé. Les transactions de données seraient enregistrées sur le registre d'une chaîne de blocs publique en contrepartie d'une rémunération en crypto-monnaie. Seul hic, une fois que les données sont échangées, rien ne peut empêcher leur duplication. Un seul échange suffit théoriquement à détruire son propre marché. Une chaîne de blocs, si elle contient la preuve de la transaction, semble ici impuissante face au risque de contrefaçon. Voilà. Donc c'est ce que j'allais vous expliquer. Par contre, il existe d'autres systèmes de cryptage, et ça on a des spécialistes du cryptage en France, donc franchement il faut s'en servir, qui permettraient donc de crypter les données et de garantir que la personne, quand elle achète la donnée, elle est la seule à pouvoir la décrypter. Okay, et qu'ensuite, on peut la racheter, et surtout la plateforme garantit l'unicité, comme je vous disais. Donc si quelqu'un qui a acheté une donnée veut la republier ensuite, ça ne marche pas. On lui dit non, vous n'avez pas le droit. Comme ça, là on va vraiment avoir un web de qualité, parce que vous serez sûr que l'information à laquelle vous accédez est vraiment l'originelle. L'original, elle n'a pas été dupliquée, modifiée, etc. Mais c'est vraiment celle qui est garantie par le propriétaire comme étant fidèle à ce qu'il croit, à ce qu'il sait. Et donc, si elle est fraîche aussi, parce que si la loi, par exemple, change quelque chose au sujet de cette donnée, eh bien, il va mettre à jour sa donnée pour qu'elle continue de se vendre. Parce que sinon, si les données ont changé, justement, et qu'ils continuent de vendre la même donnée périmée, eh bien, les gens qui vont l'acheter vont s'en rendre compte et vont commencer à mal le noter. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment un système vertueux dans ce sens-là. Voilà, donc ça créerait évidemment des millions d'emplois à terme, de nouveaux emplois. Donc, il y aurait déjà les emplois au sein de cette plateforme-là, des gens qui doivent s'occuper de la modération, de l'unicité des données, de vérifier que les données qu'on leur envoie sont bien des véritables données sur l'identité des personnes, sur les preuves qu'ils apportent, etc. Et puis, ça créerait des millions d'emplois aussi par déjà l'argent que ça permettrait de donner aux gens pour leurs données personnelles. Ça, c'est de l'argent qui se crée, de la valeur qui se crée, comme il s'en était créé aux précédentes révolutions industrielles, là où il n'y en avait pas auparavant, là, il se crée cet argent-là. Mais pour vous donner un exemple concret, la musique, aujourd'hui, si vous êtes musicien, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on clique sur Deezer, par exemple, pour faire écouter une chanson, ça rapporte 0,000 quelque chose au musicien lui-même. Alors que là, vous auriez en plus un état d'esprit des gens qui, en achetant l'information, veulent soutenir cet art, qu'on parle de musique, ou même ce métier comme le journalisme. Aujourd'hui, le journalisme est en train de se tirer des balles dans le pied tous les jours, depuis 15 ans qu'il met des informations de valeur, ça dépend, hein, quand c'est des dépêches AFP recopiées, bon. Mais quand c'est des enquêtes, par exemple, ou des scoops, elles ont la même valeur apparente qu'une dépêche AFP recopiée, alors que c'est une grande valeur, et donc ces entreprises-là pourraient valoriser leur travail et donc leurs journalistes. Le journalisme d'enquête reviendrait
dans une sphère qu'il a aujourd'hui complètement quittée, parce que c'est plus rentable. Mais il faut savoir qu'avant, quand il y avait des scoops, on tirait du papier, c'était le papier. Mais maintenant qu'il n'y a plus le papier, quand un journal fait un scoop, ça lui rapporte 50 € de plus en publicité. Parce que tout le monde recopie l'information. Il faut s'appeler Mediapart pour pouvoir bénéficier, parce qu'ils ont, ils ont monétisé par le biais d'un abonnement. Eh bien, si sur la plateforme, tous les journaux, par exemple numériques, la version numérique des journaux venaient sur cette plateforme et commençaient à publier leurs articles avec, vous savez, les 5 premières lignes gratuites, et puis ensuite il faut payer, quand ce sont des scoops, ça rapporterait à nouveau à ces journaux. Et de même pour des journalistes indépendants qui veulent se lancer et qui créeraient leur réputation grâce à leur scoop. Ils pourraient en vivre sans appartenir à une grande structure. Enfin, les possibilités sont infinies et dépendront en grande partie de l'inventivité et de la créativité des gens qui trouveront des nouvelles occupations, des nouvelles... Je ne sais pas, quelqu'un qui est aquariophile, par exemple, il pourra en vivre potentiellement, parce qu'aquariophile, c'est... qui s'occupent des aquariums. Hein. Donc il y a des gens qui sont passionnés pour ça s'appelle les aquariophiles. Et donc des communautés entières vont pouvoir vivre de leur passion, parce qu'aujourd'hui, ils partagent tout gratuitement sur des forums, etc., mais ça leur apporte rien. Alors que moi, si je veux devenir aquariophile, j'aurais peut-être une question très précise à poser. Peut-être j'aimerais avoir l'avis de 10 aquariophiles différents. Ça me permettrait, ce système-là, normalement, de pouvoir poser ma question, de sélectionner leur réputation, depuis combien ils sont sur la plateforme, et puis le prix, et puis ça me donnerait accès à 10 aquariophiles, et j'enverrai ma question d'un clic, et je serai débité de la valeur que je suis prêt à donner pour une réponse à ma question, voilà. Et ensuite, comme j'ai payé, je pourrais noter la qualité de la réponse. Donc ça serait vraiment... Enfin, vous imaginez, ça n'existe pas, ça, aujourd'hui. Rien de tout ça existe. Donc là, on passe vraiment dans un autre univers. Et je pense que Gaspard Koenig et ses amis donc, ont mis le doigt sur le Graal. C'est la quête du Graal. Là. Personne n'a d'autre solution pour sortir du chômage de masse qui nous pend au nez. Parce que là, on n'est pas encore dans le chômage de masse, même en France. 10 ou 15%, c'est rien par rapport à ce qui nous attend. Et ce genre de solution-là, est à ma connaissance une des seules solutions que je vois sans gros investissements non plus, parce que là on ne parle pas de milliards de dollars, etc. Non, il suffirait de quelques millions d'euros, voilà, pour une bonne campagne de promotion et pour une bonne équipe de départ avec les bonnes personnes compétentes. Et c'est parti. Et ensuite, évidemment que le meilleur gagne. Donc il y aura d'autres concurrents qui vont émerger, peut-être dans d'autres pays, et puis ensuite une plateforme qui va commencer à racheter tout le monde ou à ouvrir des filiales dans les autres pays, et c'est ça qui créera sa valeur, parce que si vous avez la possibilité de dire aux gens, voilà, moi, votre idée, vous la mettez sur le réseau, on vous en garantit l'unicité, et ensuite, on vous assure l'export dans n'importe quel autre pays, dans n'importe quelle langue, donc ça va faire renaître aussi les traducteurs, donc tout un tas de métiers vont renaître, et d'autres vont apparaître, et des gens en vivront, y compris en restant de chez eux, donc des femmes enceintes et tout un tas de gens qui aujourd'hui ne peuvent pas, des handicapés, qui ne peuvent pas aller vraiment travailler dans le monde physique, pourront travailler de chez eux. Et ça sera vraiment la révolution industrielle qu'on attend tous. Donc voilà, j'espère vous avoir apporté quelques idées pour que les bonnes démarches de Gaspard Koenig et ses amis aboutissent à quelque chose de concret. Ils en sont qu'au début de leur réflexion, mais j'espère leur avoir fait gagner un peu de temps, et j'espère qu'ils se serviront de ces informations pour aller plus vite que les concurrents étrangers, parce que si nous on a ces idées, vous pouvez être sûr que dans d'autres pays ils les ont aussi. Et donc si la France pouvait redevenir, alors peut-être pas la première puissance mondiale, mais en tout cas la première puissance mondiale sur ce domaine pendant 10, 15 ou 20 ans, le temps que les autres comprennent et réagissent, etc., et ils seront en retard, ça nous ferait gagner beaucoup de choses, beaucoup d'influence évidemment, de créer en fait un nouveau continent numérique. On parle souvent de Mars, là, les Américains nous parlent de Mars, c'est très bien avec Tesla. Donc voilà, on peut revenir à cette époque où un John Fitzgerald Kennedy nous disait on va aller sur la Lune dans moins de 10 ans, et voilà, et faire des États-Unis justement la première puissance mondiale, qu'ils étaient déjà, mais
vraiment confirmer ce statut, notamment vis-à-vis de l'URSS, et de faire rêver les gens surtout. Mais aller sur Mars, franchement, ça fait rêver qui? Moi, ça me fait pas rêver, je m'en fiche pas mal. Par contre, de dire voilà, que qu'on va peut-être potentiellement éradiquer la pauvreté sur Terre, puisque tout le monde pourra avoir ce revenu, puisque tout le monde a des données personnelles, vous imaginez. Et c'est vrai que dans les pays développés, ça va peut-être mieux marcher au début que dans les pays en développement, mais ils vont rattraper, et comme d'habitude. Et donc tout le monde, il peut ne plus y avoir de pauvreté dans le monde grâce à cela. Tout le monde pourra avoir 300-400 euros par mois qui tombent. Et ben, c'est fini la pauvreté, vous imaginez. Donc rien que pour ça, il faut y réfléchir vraiment intensément, il faut faire travailler des équipes, il faut que des startups se lancent sur ce créneau aussi. Parce que moi, si j'étais en France, évidemment, je relèverais des fonds, etc. Mais maintenant, je suis en Polynésie, donc c'est pas ma mission. Et donc, voilà, je vous laisse à tout ça, et je vous laisse réfléchir, à tout ça, et je compte sur votre intelligence pour en faire quelque chose, parce que moi, j'ai hâte vraiment de pouvoir rentrer mes données sur cette plateforme et commencer à en tirer des sous, parce que ce qui va se passer aussi, c'est comme je vous disais, la concurrence fera que toute l'attention et le temps qu'on passe aujourd'hui, souvent malgré nous, il faut le reconnaître, sur les GAFA et sur l'économie du web, des sables mouvants, comme je l'appelle, eh bien, on passera progressivement de moins en moins de temps sur cette économie-là et de plus en plus sur ces plateformes qui permettent de rémunérer notre temps, notre argent et notre énergie. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, les GAFA devraient théoriquement mourir de cette nouvelle révolution industrielle. Ou alors ils s'adapteront, mais je ne vois pas comment, puisqu'ils sont enfermés dans leur système marxiste, là, maoïste, de vol de données permanent. Donc voilà, à vous de jouer maintenant, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.